Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter pour la première fois à l'Académie une conférencière féminine. Geneviève va vous parler du rôle des femmes pendant la Première Guerre mondiale. On sait, la guerre de mouvement des premiers mois devint très vite une guerre d'opposition dès le mois de novembre 14. Le front s'est alors figé pour à peu près 4 années. 4 années de combat sur des terres dévastées, prises, reprises, au prix de millions de morts et de blessés. Pour les femmes, la guerre est synonyme de douleur, de séparation, de mort. Mais c'est aussi une rupture, la rupture de l'ordre familial et social. Une frivolité de la belle époque, une gravure ici qui représente une élégante de cette belle époque, donne de la française une image de luxe et d'élégance, d'un être oisif, soumis aux caprices de la mode. Mais attention, tout Paris n'est pas la France. On pronostique un conflit de courte durée. Les soldats défilent la fleur au fusil, acclamés par la population. Personne n'est vraiment prêt. Le président du Conseil, Viviani, lance un appel aux Françaises pour qu'elles suppléent les hommes mobilisés. 3,7 millions d'hommes sont partis en 2 semaines. Donc évidemment, tout est désorganisé. Remplacer sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Il y aura demain de la gloire pour tout le monde. Vive la République, vive la France. Pendant ce temps, l'État se révèle organisateur défaillant, incapable de lutter contre les gaspillages, inapte à maîtriser la spéculation. Aucun plan de mobilisation agricole. Le prix des denrées ne sera fixé qu'en 1916. La réquisition des grains sera une réalité en 1917 et les cartes d'alimentation seront établies en 1918, à quelques mois de la fin de la guerre. Le général Joffre, en 1915, dira « Si les femmes qui travaillent dans les usines s'arrêtaient 20 minutes, les Alliés perdraient la guerre. » Le travail est très pénible, voire dangereux, avec une production journalière moyenne de 2500 obus pour 11 heures de travail. Ces obus pèsent chacun 7 kilos. Ils sont manipulés 2 fois. Une ouvrière se lève donc 35 heures par jour. D'autres ouvrières sont exposées à des vapeurs d'acide citrique qui les rendent jaunes, à tel point qu'on va les surnommer les canaries. Alors maintenant, je voudrais parler des femmes à la guerre. Des femmes souhaitent s'engager dans l'armée, sans succès. Des femmes médecins sont refusées en tant que médecins militaires. Ce sont donc les infirmières qui vont incarner le dévouement des femmes sur le front ou juste en arrière du front. Elles vont être le personnage le plus louangé de cette époque. Alors, ces autochires comprennent un médecin, des infirmières. 10% des infirmières qui servent dans ces formations, qui sont particulièrement exposées, bien sûr, vont y perdre la vie en Marie Curie. Elle va constituer une flotte de véhicules radiologiques équipés pour intervenir dans les zones de combat. Dès novembre 1914, un premier véhicule prend la route du front, avec à son bord Marie Curie, sa fille Irène, un médecin et un chauffeur. Ce sont bientôt 20 véhicules qui sont équipés. On va les surnommer les petites Curies. Et ils vont circuler d'hôpital en hôpital. Plus d'1 million de radiographies seront réalisées. On ne peut pas passer sous silence ces femmes qui se sont engagées activement dans des actions de renseignement, d'aide à l'évasion, d'espionnage. Ce sont des patriotes dont on a assez peu parlé. On garde en mémoire le nom de certains d'entre elles, comme Édith Cavell. Autre figure féminine de la résistance, c'est Louise de Béthigny. D'autres femmes encore, comme Émilette Moreau. La française a soigné les blessés. Elle a remplacé les hommes dans tous les métiers. Les changements de condition de la femme de cette période n'auront donc été que provisoires ou superficiels. Néanmoins, ils portaient en eux les germes d'une évolution qui sera lente et qui va se développer durant les décennies suivantes. Alors, ce que l'on disait à la fin de cette guerre 14-18, c'est plus jamais ça.